La conscience et les objets. Pour ceux qui n'ont pas suivi les développements antérieurs, la pure conscience est la révélation de l'être auquel la félicité lui est totalement incluse. Le bonheur n'étant relié à notre vie existentielle est donc relatif et non absolu. En premier lieu, nous devons considérer notre situation à notre naissance. Elle se trouve être à l'origine de la pensée, car nous nous trouvons dans une condition inexplicable d'existant, entre parenthèses de vivant potentiel, condition inconfortable en rapport à notre condition ou nature essentielle, perdue à la naissance. Ce n'est rien moins qu'une amnésie. Nous plongeons dans l'ignorance métaphysique dont la conséquence est de nous rendre hostiles à l'univers environnant. Notre arme ou notre défense sera la pensée qui, progressivement, s'installera de façon plus ou moins incisive au cours de notre développement afin de pouvoir nous abstraire de cette dépendance. Il est plus qu'évident que notre nouvel univers, ou totalité de tous les objets possibles, ne pourra jamais combler l'aspiration de notre nature, intrinsèquement sans limite, et que notre mental ne peut envisager, se construisant un moi limité, étant vécu en état d'ignorance métaphysique. La frustration qui s'ensuit se trouve être la résultante d'un moi opposé à d'autres moi et objets, créant pour nous des souffrances physiques et mentales. Nous nous trouvons en état de dualité. L'unité principielle est perdue, étant par là dans une non-plénitude ou état de souffrance. Ce qui est inacceptable pour l'homme dans son existence n'est pas tant que le monde extérieur menace cette existence, mais que tout ce qu'il perçoit ne soit pas conditionné par son existence individuelle, coupé en parenthèse du tout ou de l'un. L'homme, parce qu'il est capable de vivre son identité avec le principe absolu ou pure conscience, ne peut accepter sa condition finalement de pur organisme psychosomatique, soit de vivre dans le sommeil de son identité. Entre parenthèses, le sommeil a un énorme sens spirituel. Lorsque naît la conscience des objets, l'esprit naît également en tant que principe, complémentaire ou subjectif. Une dualité, esprit ou pôle plus, et la matière, objet, ceci étant pris comme l'équivalent de la matière, pôle moins. Esprit et matière se présentent comme des notions interdépendantes. À retenir donc que toute chose existe comme objet. Être connu, c'est être un objet. En relation avec le besoin d'absolu ou d'unité, tapi au fond de sa conscience, Wenlei, patriarche du 7e siècle chinois, disait « Les choses sont des images compensatrices d'un absolu ». Et de poursuivre, dans le commencement, aucune chose n'est. Fin de citation. Ce qui revient à dire qu'elles naissent par la nécessité d'un plan relatif. Dans ce sens, il y a désir et
cela signifie par là que l'on n'a pas atteint la satisfaction. La situation intérieure, que quelque chose nous manque. Le désir qui nous habite est celui de nous ramener à la source de notre vraie identité, où tout désir s'éteint, mais il est perverti par notre descente dans le monde sensoriel. Il s'égare et s'éparpille en une foule de désirs insignifiants en définitive. Dans les choses, en quelque sorte. L'éveillé, lui, est libre de tout objet. L'objet qui peuple notre existence au début de celle-ci, reflet de cette conscience sans dimension, incluant forcément celui-ci, puisque conscience de quelque chose sous une certaine modalité qui est celle de la pensée. La pensée rend compte de l'objet qui, d'apparence physique, devient mental ou subtil. L'objet alors se dissout toujours comme quelque chose de mental, de pensée. Or, nous dirons plutôt de forme à la place du terme objet, ce qui le qualifiera le mieux. Il interroge toujours la pensée, qui doit le nommer pour le rendre intelligible et pour être assimilé dans notre monde mental ou de l'esprit. Tous les phénomènes du monde ont deux caractéristiques. Le nom et la forme. Les expériences que nous faisons du monde peuvent être classées en deux catégories. L'expérience du monde sensible, laquelle nous est fournie par des objets ou des formes. L'expérience du monde mental, laquelle nous est fournie par des idéations ou des noms. Dès qu'une chose est perçue, on dit qu'elle possède une forme. Or, les formes ont pour caractéristique de ne pouvoir se révéler, autrement dit, de ne pouvoir être perçues aussi longtemps qu'elles ne sont pas manifestées par un état mental en tant qu'objet et de connaissance. La pure conscience se présente dès le début de notre existence en tant qu'objet, lequel est la marque de notre finitude en tant qu'existant par la pensée. Finitude qui demande qu'à être abandonnée lorsque les conditions de cette conscience sujet-objet auront été dépassées. Ce sujet n'est qu'un moi relatif fonctionnant au plan de la manifestation de l'univers qui s'approprie l'objet en faisant son objet. L'objet, de par sa nature essentielle, ne convient à aucune appropriation, car il n'a comme vocation que de nous ramener à l'unité, afin qu'un choix de vie puisse être en conséquence exploré. Le rêve est aussi un moyen d'échapper à la tyrannie objectale grossière. On se crée alors un monde objectal subtil, libérateur un peu, qui lui aussi nous permet de concevoir qu'une autre dimension ou état de conscience existe. L'éveil, abolissant l'état de veille, de rêve et de sommeil, qui sont nos trois états de conscience ou 3 mois dans un nouvel état de réconciliation de ceux-ci. Dans l'état de rêve, le mental lui-même et sans secours étranger façonne de toutes pièces un monde de formes. Comme nous le voyons, la pure conscience se présente dans son opposé en tant qu'objet, celui-ci demandant à être éprouvé, entre parenthèses connu, et retourné à sa source, en passant d'un mode de totalité, unité,
un mode partiel, du fait de notre conscience individualisée liée à notre naissance en mode corporel. Pourquoi donc l'objet nous absorbe-t-il tant alors qu'il semble si éloigné de la pure conscience, tout au moins l'idée que l'on peut se faire de l'esprit, état libre de toute caractéristique observable et tangible? La réponse se trouvera dans ce que la pure conscience, ou réalité, échappe à toutes les modalités limitatives et conceptions que l'ego se fait et nous présente. Elle est un englobant total qui justement nous libère de toutes les fausses représentations et attachements. L'objet ne peut que la révéler sous un mode particulier, car celui-ci n'est rien par lui-même et ne peut que se résorber dans la pure conscience qui est vision juste, sans partialité. Les objets usurpent une réalité dont ils ne sont que les vecteurs de celle-ci, en dehors de toute considération. La valeur d'une chose n'est pas dans la chose, mais dans votre désir. La pensée, dans son dynamisme existentiel, nous conduit vers un objet, grossier ou subtil, muet par un mécanisme conscient ou inconscient. Vous êtes là dans une forme d'ignorance. La pensée désirant un objet de satisfaction sera une pensée dépendante, soumise à une cause, à l'espace et au temps. La satisfaction s'émoussant avec le temps nécessitera un renouvellement de ce mécanisme, et nous serons liés par des mouvements permanents de pensée, soit un conglomérat pensée-objet. L'objet se pare de toutes les séductions possibles, et cela n'étant que justice, car il appartient à notre premier contact avec notre extérieur, le monde qui nous a fait face dès la naissance, en représentant la conscience pure en tant que force attractive. La pensée joue un rôle en tant qu'intermédiaire entre lui, l'objet, et la conscience pure, pour tempérer les appétits de l'ego et pondérer les limites que l'objet apporte, étant aussi un facteur d'énergie, comme le couple conscience-énergie le postule. Mais l'objet n'a de réalité que parce que l'ego se sert de lui et en fait aussi une idole. Ceci tant que l'ignorance perdure. Le lien entre mental et matière, quoique très apparenté à nos expériences ordinaires, est le plus difficile à comprendre, car nous considérons habituellement la matière comme quelque chose de tangible. Et bien que nous vivons dans un monde purement mental, la soi-disant matière est simplement, de ce fait, un aspect du mental. La pensée dans un mouvement de non-dépendance à un objet, donc sans cause, ni détermination objectale, est donc libre de la causalité de l'espace et du temps, nous indique la voie vers la pure conscience, qui est en même temps connaissance et réalité, puisqu'elle se suffit en elle-même. Donc la pensée propulse, selon les dispositions ou intuitions de son dépassement, vers la pure conscience, soit un état de totalité ou d'unité, avec seule condition que soit réalisé sur le plan existentiel le vide mental, ou par la méditation, et par l'immobilité ou vide de mouvement. L'inverse
de ce que le plan existentiel réclame et dépend. Ce qui correspond à deux opposés radicaux d'attitude. C'est tout l'art des différents yogas de développer et expliciter une situation qui n'est pas habituelle à nos fonctionnements ordinaires. Le yoga classique de Patanjali propose une méthode efficace pour réduire insensiblement à zéro la conscience individualisée. La conscience est l'objet. L'objectif serait ce qui existe en soi, indépendamment d'un sujet pensant, et qui constituerait une réalité extérieure, indépendante de la conscience. L'objectivité désignerait ce sur quoi tous les individus s'accordent. Le point de vue philosophique de ces entretiens qui vont suivre ne coïncide pas avec ces affirmations. La réalité est en amont de toute forme, en d'autres termes, de tout objet. Et qu'est-ce qu'un objet, sinon tout ce qui constitue notre monde extérieur et intérieur? Car l'objet se subtilise en occupant notre monde intérieur ou mental. La pure conscience trouve son opposé dans l'objet. Elle s'incarne en lui pour nous renvoyer à elle-même. Ainsi, l'objet tire sa fonction et donc sa séduction qu'il nous procure de cette dernière. C'est le fonctionnement de la conscience, afin de nous attirer vers l'éternelle réalité, ou pure conscience, ou absolue. C'est une descente d'un plan d'en haut, en vue d'une remontée vers ce plan. Avant de poursuivre sur l'objet, voici sommairement la différence entre être et existence. Être, ou la pure conscience, ne se trouve pas plus dans les catégories de l'espace et du temps que nous ne pourrions parler d'infini en termes de dedans ou de dehors. L'existence est la conscience s'objectivant, dans l'absolu, sans cause ni raison. C'est l'énergie dispensée ou actualisée dans l'espace et le temps. Nous pourrions dire que la conscience fonctionnelle est le lien entre l'être et l'existence. C'est l'énergie en repos, l'énergie potentielle, et notre vraie nature procède toute fonction possible. Vous êtes la lumière qui rend la fonction possible. Soyez cette lumière, car tout ce qui existe en vous, rien n'est extérieur, bien que par le jeu de l'illusion, donc de l'ignorance, tout semble venir de l'extérieur. Les choses ou les objets se présentent comme seule réalité. L'existence pure est créée dans votre silence et meurt dans votre silence à chaque instant. Ce que vous appelez une existence permanente, la création, est une pensée, une convention, comme de parler de la création du monde, comme d'une réalité fixe et absolue. Ce n'est qu'un ordonnancement de la pensée, en vue de se présenter à notre conscience fonctionnelle. Chaque chose, perception, concept, sensation, émotion, viennent de la totalité de votre être. Lorsque les objets ne sont plus des objets, mais l'expression de votre totalité, alors l'indépendance apparaît du monde et vous paraîtra comme une illusion. Jean Klein, dans son ouvrage « Qui suis-je ?», page 139, dit « Le monde soi-disant objectif que nous prenons pour une évidence est créé à chaque instant où nous l'objectivons par la pensée. Son apparente autonomie
n'est qu'une projection. Dire que le monde a été créé à un certain moment n'est qu'une information de seconde main, ce que nous appelons le sens commun. Page 139. Et du même auteur, en réponse à une question posée sur le passage de l'intérêt pour l'objet au sujet, est-ce la question? Voici la question. Qui suis-je? Oui, la question peut être posée à de nombreux niveaux, mais la question réelle survient dans l'abandon des questions au niveau du corps, des sens et du mental. Peut-être connaissez-vous l'histoire de Janaka et de son gourou. Ils étaient en train de discuter des états de rêve et de veille. Et Vashista avait dit au roi qu'ils étaient semblables. Cette nuit-là, Janaka rêva qu'il était un mendiant. Et le lendemain matin, il demanda à son gourou, très excité, « J'ai rêvé que j'étais un mendiant. Suis-je un mendiant qui rêve qu'il est Janaka, ou Janaka qui rêve qu'il est un mendiant ?» Vashista, son gourou, lui répondit, « Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es le soi, l'Atman ou la pure conscience. » Alors le roi comprit clairement et s'exclama joyeusement, « Ah, je suis le soi !» Vashista lui répondit, « Te voilà au dernier obstacle. Le pensant, tu ne peux l'être. » Page 102 de Qui suis-je de Jean Klein. Que signifie fondamentalement réel? C'est ce qui existe en soi-même et qui n'a pas besoin d'un agent et qui est autonome. La réalité suprême ne peut être conditionnée ni par le sujet ni par l'objet. C'est deux pôles de l'expérience. Elle réside au-delà de l'un et de l'autre. Tout ce que vous devez faire est de vous identifier à la source du monde et non à ses jouets, au monde des soi-disant objets. Ce qui est fondamentalement réel, ce qui existe en soi-même, n'a pas besoin d'agent, qui est autonome et peut être appelé dans des termes que certains peuvent penser dégradés de sens, présence, tranquillité, terrain originel, conscience, etc. Ce qui supprime toutes les perceptions, les concepts et leurs agents. Vous pouvez l'appeler non-être, être, ultime objet, shunyata, vide, ou nirvana. Ce n'est pas une idée, c'est la tranquillité, sans personne qui soit tranquille. Cela n'a rien à voir avec la présence ou l'absence d'objet. Si vous vous êtes mépris pour un sujet, ce sujet est encore un objet, quelque chose qui peut être perçu. En réalité, il n'y a pas d'objet, ce sont des productions du mental. Tous les soi-disant objets n'existent que pour vous ramener à ce que vous êtes, le pensant et le créateur du monde extérieur, le monde des objets. Les objets, comme la lumière du jour les fait apparaître à notre conscience, la nuit les fait disparaître. Ainsi, pouvons-nous y trouver une signification, une présence, une certaine réalité qu'ils provoquent en nous. Ils sont des interrogations à nous en tant que sujet. Fermons-nous les yeux ou dormons-nous, ils disparaissent ou cessent d'exister pour nous. Le sujet cesse de faire face à des objets. Dans l'état de sommeil, il n'y a plus de sujet et d'objet. Seulement un témoin. Dans l'état de rêve, le sujet devient interne, ainsi que les objets qui de grossier
passe à l'état subtil. L'état de rêve nous permet de réaliser que tout est conscience, car dans des conditions de rêve, le contact avec le monde extérieur est momentanément coupé, sans aucun secours étranger, et le mental crée alors les différents éléments qui composent un univers complet. Mais c'est également ce qui se produit dans des conditions de veille. Entre ces deux conditions, il n'y a pas la moindre différence. Par conséquent, tout cet univers empirique n'est que la production du mental cosmique. Et comme l'affirme le Viveka-Shuddha Mani, dans le verset 170, en terminologie védantique, l'objet est appelé Vishaya Chaitanya, c'est-à-dire matière saisie comme expression ou condensation de conscience. Dans les conditions de veille, l'ego fait au moyen des organes sensoriels l'expérience d'objets externes grossiers. L'ego et le non-ego, qui, à eux deux, constituent le monde entier de l'expérience, sont connus l'un et l'autre comme les conditions de la veille. Ce n'est que dans les conditions éveillées que l'expérience embrase la manifestation entière, c'est-à-dire l'ego et le non-ego. Il existe un quatrième état de conscience, ou turiya, terme qui désigne la réalité supraconsciente, laquelle, tout à la fois, outrepasse les trois états de conscience et constitue en même temps le substrat de chacun d'eux. Ainsi est réalisée par le yogi l'union parfaite de l'objet et du sujet dans sa méditation, cessant ainsi la production de la pensée. Mais si l'on considère que la conscience est la seule réalité, telle que Jean Klein l'a exprimée ainsi, page 70 de son livre « Transmettre la lumière », la conscience s'exprime en objet. Et quand vous voyez que tout objet émane de la conscience, alors il n'existe plus d'objet. Il y a seulement conscience. L'objet perd sa nature d'objet au moment où il nous renvoie à la conscience. Et page 145, il continue. Un objet a sa patrie dans votre conscience. Il est de la nature de l'objet de regagner sa patrie, de retourner à la perception. Un objet existe seulement en vous. C'est vous qui projetez l'objet. Sa nature physique est moins que l'objet, car celle-ci se surimpose des significations diverses qui s'incorporent à l'objet. Nous sommes le sujet de tous les objets. Tous les objets ont leur potentialité dans le sujet ultime. Le sujet, souvent confondu avec le sujet ultime, est aussi un objet. Le sujet ultime est au-delà du couple sujet-objet. En vérité, le couple sujet-objet est un concept. Quand vous regardez un objet, où est le sujet et où est l'objet? Il y a seulement le regard. C'est seulement par la suite que vous parlez de sujet et d'objet. Il n'y a ni pensée ni penseur. Il n'y a que le processus de pensée. Page 308, transmettre la lumière. Donc nous voyons, un objet n'a aucune réalité en soi, aucune réalité hors de la conscience. Quant au regard sur un objet, il y a perception qui lui succède, qui se libère de l'objet. Si vous regardez profondément dans les choses,
vous verrez que ce que vous regardez se trouve dans celui qui regarde. Celui qui est regardé n'a pas d'existence en soi et n'existe qu'au travers de celui qui regarde. Il n'y a pas deux, mais seulement un, car le sujet ultime ne peut jamais devenir objet. Vous êtes le sujet de tous les objets et c'est ainsi que naît l'attachement au monde. Entrer en nous-mêmes, c'est atteindre le sujet ultime, qui ne peut être objectivé, parce que au-delà de l'espace et du temps, au-delà du désir d'avoir et du désir d'être, le désir est toujours une tension vers quelque chose. Le seul et unique désir, au plus profond de nous-mêmes, est d'être libre sans aucune contrainte. Tous les désirs et autres évasions, compensations, masquent le chemin vers l'être. On désire être et l'on s'égare dans l'avoir. Nous allons à l'inverse du but, car dans l'avoir, il y a toujours un but, tandis que vouloir être est une aspiration, une prise de conscience, une présence. Il n'y a rien à attendre, sinon nous le sommes déjà, au fond de nous-mêmes, car ce que nous cherchons n'est pas objectif. Citation aussi de Jean Klein. Évolution et objet. Une âme prend naissance dans un corps, afin de faire des expériences de joie et de douleur. Dans le processus d'expérimentation, l'esprit s'attache aux objets. Leur fonctionnalité est rassurante. Et en se libérant d'un objet, il s'attache à un autre objet, et ainsi de suite. Quand l'objet d'attachement n'est plus extérieur, mais la vie en elle-même, l'esprit s'agrippe au corps et veut vivre éternellement avec lui. Au premier niveau, celui-ci est un objet. Le seul qui se voit de l'extérieur et de l'intérieur. Cette ignorance est la cause de souffrance. L'âme est indirectement reliée à cette ignorance parce que l'esprit pense être inséparable de l'âme, mentale, entre parenthèses, autant que du corps. Prenons partie prenante avec le monde des objets. Qui cherche la libération essaiera de se libérer de l'attachement aux objets extérieurs. L'esprit, le mental, aime à s'attacher aux objets. La conscience est la seule réalité. La psychologie divise la conscience entre inconscient et supraconscient. N'est-ce pas un artifice de la pensée? Page 71 de Transmettre la lumière de Jean Klein. À cette question posée, il continue de répondre, c'est un artifice de la pensée. Il n'y a qu'une seule conscience. La conscience s'exprime en objet. Quand vous voyez que tout est objet et qui émane de la conscience, alors il n'existe plus d'objet. Il y a seulement conscience. L'objet perd de sa valeur au moment où il renvoie à la conscience. Comme un objet reflète la lumière, celle-ci devient une présence. Et Victor Hugo s'interrogeait ainsi, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Et son apparition en tant que forme devient fonctionnelle. Sri Nisargadatta Maharaj, page 52 dans Je suis, nous invite à voir le réel au-delà du transitoire. Quand vous comprendrez que les noms et les formes sont des coquilles vides, ce qui est réel est sans nom et sans forme, disait-il. Au niveau de la conscience relative, conditionnée, l'objet occupe la première place, alors que dans la conscience pure, c'est l'inverse, il disparaît. La vie à l'intérieur de la
conscience pure ne correspond pas à un mode sujet-objet qui permet à la dualité de jouer son rôle de fonctionnalité au plan de la conscience conditionnée. D'ailleurs, l'état de sommeil vérifie que le sujet que nous croyons être, ainsi que l'objet perçu par lui, ne sont que relatifs et insatisfaisants pour notre libération ou éveil. L'éveil est l'inverse du sommeil, car la conscience est libérée des deux tyrannies qui sont celles d'un sujet et d'un objet. J'ajouterai avec Socrate que le bien est l'invisible parfait qui fait voir. Alors pour de plus amples approfondissements sur ce sujet de l'objet, je vous conseille de regarder mes lectures 72 et 73 dans mon blog chantania.skyrock.com.